Une nouvelle affaire de plateforme logistique qui nous a amené à organiser cette réunion publique ce soir, à activer le collectif Stop Panard. Alors peut-être pour rappeler, le collectif Stop Panard, c'est un collectif qui regroupe la Confédération Paysanne, l'ADENI, le Ruban Vert, je vais en oublier la FOMEDE, c'est tout là, c'est tout marqué. Et ben voilà, donc c'est pas la peine de le dire. Des partis politiques, des associations et donc la Confédération Paysanne. Donc comme je disais, on a réussi pour l'instant à repousser le premier projet d'envergure. Malheureusement, il y en a bien d'autres qui arrivent. Et on va essayer de vous présenter tout cela avec ce petit PowerPoint. Le premier truc, c'est ça qui explique, mais on est peut-être obligé de s'étendre là-dessus, mais qui explique en gros les évolutions de nombre de etc. Alors ça, c'est le groupe Panard, qui est devenu entre-temps le groupe Telamon, je ne sais pas comment on prononce, allez, on va dire Telamon. Voilà, c'est un grand groupe qui essaie de s'implanter un petit peu partout. Donc le projet qui nous amène ce soir à cette réunion publique, c'est le projet VG4 Panard Telamon. Donc en mars 2021 a été voté en CAGS, donc communauté d'agglomération du Grand Sénonais, la vente d'un terrain. Septembre 2002 a été déposé le permis de construire. Février 2023, avis de la MRAE. Tu nous rappelles ce que c'est que la MRAE? Mission régionale d'autorité. C'est marqué, mission régionale d'autorité environnementale. Du 15-02-2024 au 29-03-2024 a été lancée une enquête publique, donc qui se clôturera dans 2 semaines exactement à partir d'aujourd'hui. Je reviens tout de suite dessus. Là, il y a eu un petit article de Lyon Républicaine qui signalait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de contributions à cette enquête publique. Alors, contrairement à la première qui avait fort bien fonctionné, je ne sais plus combien il y a eu de contributions, mais c'était assez important. Mais pas dès le début. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément non plus de publicité là-dessus. C'est l'occasion ce soir d'en faire un petit peu. Alors après, on n'est pas non plus naïf. On sait très bien que les enquêtes publiques sont là un petit peu pour amuser la galerie et qu'elles aboutissent rarement à des conclusions qui sont en notre faveur. Mais ça vaut le coup quand même de s'emparer de ce type de possibilités pour exprimer notre mécontentement et faire valoir ce que nous on considère comme être un projet délétère et écocide. Voilà. On mettra sur le site internet de Sens Écologie et Solidarité, par exemple, tous les moyens Le lien. Ouais. Oui, voilà, on vous renverra tout ça par mail, mais ce serait bien qu'on s'en empare quand même. Et vous aurez des billes à l'issue de cette soirée là pour vous en emparer. Et on décidera peut-être tous ensemble à la fin même d'essayer de formaliser des remarques collectives que vous pourrez utiliser vous dans vos contributions. Il manquait quelque chose, non? Mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Oui, c'était la fin. Donc la réunion publique, c'est aujourd'hui. Voilà, on y est. Alors, le bâtiment, artificialisation de 21,5 hectares. Donc 21,5 hectares, moi j'ai un petit moyen de comparaison. Un terrain de foot, c'est 1 hectare. Voilà, donc quasiment 22 terrains de football artificialisés. De terrains de la zone qu'on appelle la zone Vauguillette 4, qui est une zone labellisée en zone franche urbaine, on en reparlera tout à l'heure. Donc un bâtiment de 10 hectares, d'emprise au sol de 10 hectares, 751 mètres de long. Si vous imaginez ce que ça représente, 751 mètres de long. Une piste d'athlée déroulée, 133 mètres de large et 14,5 mètres de hauteur. Avec un trafic journalier estimé par les porteurs du projet à 800 poids lourds et 1580 véhicules légers par jour. C'est intéressant de voir qu'en ce moment en Europe, ils sont en train de nous pousser des super poids lourds à, je sais plus, 60 tonnes. Là. Voilà, donc ils pourront peut-être abaisser à 400 poids lourds, puisque les poids lourds vont doubler. Ils feront maintenant 250 mètres de long, à peu près. Et donc oui, 1580 véhicules légers, ce qui impliquera, on en reparlera encore tout à l'heure, un trafic routier énorme qui aura des conséquences environnementales et sociales hyper importantes. Et financières également pour les collectivités. Alors, la position des élus du Sénonais. Je crois qu'il y a une petite vidéo. Oui. Ouais. Je passe d'abord celle de 2021. Ouais, si c'est trop long, on coupera, mais... Monsieur Bitoun, rapidement. Bonjour, oui, alors là, pour le coup, non, ce sera pas rapide, je suis désolé, c'est un petit peu plus long parce que c'est un sujet très important. Ça permet donc de faire un petit retour sur le mystérieux groupe Panhard. Dans cette délibération
On a... Alors attendez, c'est pas le sujet, donc j'aimerais bien qu'on parle sur le sujet. On est quand même 65, on peut pas passer à qu'on expose qu'on n'est pas pour, on le sait, on vous a entendu déjà pour ce qui concerne les élus sénonais lundi soir. Vous vous êtes exprimé, vous organisez même des manifestations, mais très honnêtement, parlez de ce qui est à l'ordre du jour. Je répète pour les maires, et j'anticipe ce que je vous ai répondu lundi soir avec Clarisse Quentin, le projet dont vous parlez, nous sommes 2 villes en concurrence, ce n'est pas sûr que ça arrive, mais nous soutenons toutes les possibilités d'avoir des emplois, d'autant plus que le permis de construire, de toute façon, le jour où on sait, aura été mise à jour, etc. Donc, si vous voulez, ne parlons pas. Madame la Présidente, laissez-moi mon temps on de en parole a quand même. plein d'autres. Et je vous laisse parler, mais vous aurez cette réponse-là. Voilà, on ne va pas passer réveillon sur un sujet qui n'est pas, pour le moment, à mettre en cause. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des débats infinis dans les conseils, et notamment dans celui-là. Je pense qu'avoir un petit temps où quelqu'un peut s'exprimer qui n'est pas forcément d'accord avec le sujet peut être tolérable quand même, sans que vous preniez la parole. Monsieur Bitoun, allez-y. Je vous remercie. On ne parle pas de la philosophie. Ah ben, mais pour en avoir pourtant. On va pas passer non plus 1 heure. Je voudrais que vous parliez sur le sujet. Si vous me laissez parler, je vous garantis que ça ne durera pas 1 heure comme à chaque fois qu'on intervient. Donc du coup, juste pour reprendre le fil de ma pensée après cette interruption, c'est bien un second projet différent, on a bien compris ça, même si c'est assez flou. Donc il y a 21,5 hectares là, donc si on fait un petit cumul, on parle quand même en tout là de 26,5 hectares de surface bâtie sur 61 hectares de terre artificialisée, cela pour un seul groupe. Nous, on trouve que c'est très inquiétant, ce mode de développement. C'est un gigantisme qui pose le problème de la précarité de l'emploi. On a vu à Savigny-sur-Cléris comment ça se passe quand le client, celui de Panhard, va voir ailleurs. Si l'herbe est plus verte et les conditions meilleures pour lui, les emplois disparaissent et on se retrouve avec d'immenses locaux vides, des infrastructures à maintenir pour rien et des terres ravagées sans espoir de retour. Je reviens sur la qualification dans la délibération de structure familiale à taille humaine. Monsieur Grasse a évoqué les montants astronomiques de revenus de cette société Panhard. C'est pas du tout un petit groupe familial, c'est assez faux. On voit qu'il y a pas mal de contre-vérités dont le dossier est truffé. Il y a la société Andera Partners, qui est un fonds d'investissement fondé par le groupe Rothschild, qui est actionnaire majoritaire de Panhard depuis mars 2020. Panhard est en partenariat avec les Norma Mundi, coté en bourse, 2,7 milliards de revenus nets en 2019. Donc on ne parle pas du tout d'une petite société. Ils ont ensemble, par exemple, monté une plateforme logistique du même genre à Lahr, en Allemagne, en avril 2020, pour la louer à Zalando, un géant du e-commerce. Voilà. Pour continuer, on dit que dans la délibération que Panhard a vocation de créer de la valeur durable en s'appuyant sur une démarche environnementale forte. Alors là, pour nous, c'est vraiment une vaste blague. C'est une société qui va artificialiser massivement les sols et contribuer encore plus massivement à l'augmentation du trafic routier, des pollutions, en prenant simplement soin d'appliquer un léger vernis vert sur ces projets. Ne serait-ce que pour la gestion de l'eau pluviale, on en a parlé tout à l'heure, bien que leur présentation se veuille bien sûr rassurante, dans une communication bien huilée. Quand disent le communicant en pareil cas, comme disent les communicants en pareil cas, la recharge des nappes phréatiques est fortement diminuée du fait de l'évaporation sur les surfaces imperméables et les bassins de récupération ne sont qu'un pis-aller. À cela s'ajoutent les impacts sur la qualité de l'air, les pollutions sonores et lumineuses, autant de points noirs, destructeurs des milieux, de la biodiversité, de la qualité de vie et de santé des habitants, et qui ne contribuent, nous ne pensons, pas du tout à l'attractivité de notre territoire dont vous parliez lors des premières délibérations. Est-ce que vous connaissez les chiffres des morts causés par la pollution atmosphérique? Avez-vous connaissance de l'impact avéré de ces mêmes pollutions sur la transmission des virus, dont le Covid-19 d'ailleurs? Donc je suppose que nous sommes censés applaudir à la présence de photovoltaïque sur le bâtiment. C'est plutôt une larme de miel pour masquer l'amertume du reste de la potion. Qui sera dupe de cela? Donc je ne reviens pas, j'ai bien entendu votre demande de ne pas le faire, donc je ne reviendrai pas sur le principal projet de Panhard sur 40 hectares pour un géant du e-commerce, contre lequel nous sommes vent debout après la folie de Auchan, on repart dans le même genre de délire. Je dirais juste que généralement, ce genre de choses, c'est plus destructeur que créateur d'emplois. Il y a plusieurs études qui le montrent.
Voilà, donc nous, on trouve que tout ça est en plus très confus. Les dossiers se croisent, se recroisent au fil des conseils. On a l'impression qu'on cherche plus à nous embrouiller qu'autre chose. Donc c'est quelque chose qu'on trouve pas tout à fait normal. Merci, Monsieur Bitoun. Ah, je vais être interrompu. Non, vous en êtes sur la transparence. Ben, J'en ai assez de ces soupçons. Non, là, je vous ai interrompu volontairement. Vous nous avez fait un exposé écologique que certainement tiennent un certain nombre de vos collègues, encore que on a même droit à la sécurité, etc. Maintenant, ils sont au pied du mur, vos collègues élus, et je peux vous dire que certainement qu'ils vont avoir aussi souci à la sortie de la crise. Je vous l'ai déjà dit, avec les dépôts de bilan et les gens au chômage que nous allons avoir. Alors, merci Michel de nous avoir rappelé le milliard, etc. Parce qu'heureusement, Monsieur Bitoun, il y a encore des gens qui ont de l'argent et qui le placent dans de l'économie. Parce que sinon, il y aurait plus d'emplois. Et bien sûr, on pourrait planter pommes de terre et tomates, mais ce que je crains, c'est qu'il y ait personne pour les acheter. Et puis un jour, il y aura même plus personne pour les planter parce que on pourra pas les payer. Donc voilà. Bon, alors si vous voulez, je suis aussi excessive que vous pouvez l'être dans votre exposé. Je ne veux pas qu'on soupçonne je ne veux pas qu'on soupçonne la transparence. J'ai toujours eu en honneur d'être complètement transparente dans la vie et dans les collectivités auxquelles j'appartenais, y compris d'ailleurs les plus importantes. Donc c'est pas ici que je vais le faire. Et je voudrais que juste un truc à vous répondre sur l'environnement, Clarisse, et après on clôt le sujet et on vote. Merci Monsieur Bitoun. Donc, Monsieur Bitoun, on n'a pas du tout été, on a toujours été clair sur le fait il y a deux projets. Il y a un nouveau là en fait. Il y a un autre projet dont on a parlé lundi pour un chemin rural. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on commercialise le fruit du travail du précédent mandat, c'est-à-dire une nouvelle zone d'activité de 40 hectares. On a un preneur, créateur d'emplois, qui veut s'installer sur cette zone d'activité, qui a déjà passé toutes les fourches codines des associations, je vous l'ai déjà dit, notamment la CDPNAF, à l'époque en 2019. Bon, voilà. Donc, soyez bien certains que les sociétés foncières qui font ce genre de réalisation aujourd'hui ont une démarche environnementale. Elles ne pourraient pas mener à bien leur projet si ça n'était pas le cas. Donc vous avez bien vu qu'on parle de réutilisation des eaux pluviales, d'utilisation de matériaux bas en carbone, de l'intégration de panneaux photovoltaïques en toiture des bâtiments. S'il vous plaît, sinon on ferme aussi l'image. De démarches environnementales qui sont prévues dans ces deux projets. Je pense que vous êtes plutôt sur le principe et nous sommes pragmatiques. Il y a de la création d'emplois à la clé. Ce sont des activités qui se développent en France et dans le monde. On a l'occasion de participer à ce développement. Nous souhaitons participer à ce développement. Ça, c'est la première en 2021. C'est bien de repartager ce qui se dit, quoi. Et ça, c'est 2024. On ne voit plus trace du concept de territoire de logistique, où il me semble qu'on était fléché dans ce dispositif-là aussi. En ce moment, il y a un projet qui revient de la part de Panhard, qui maintenant s'appelle Télamon, je crois, fameux projet VG4, où on aimerait bien comprendre, parce que c'est encore 21 hectares de terre qui vont être occupés par ça. Il y a une incohérence apparente entre l'étude publique qui débute et le promoteur qui a déjà mis en location le projet sur son site depuis plusieurs mois. On ne comprend pas comment on peut arriver à ce genre de situation. Sur le fond, l'installation de gigantesques plateformes logistiques nous paraît complètement contradictoire avec tous les objectifs qu'on a affichés jusque-là, tous les éléments sur lesquels on a partagé jusque-là. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, je ne vais pas m'étendre infiniment là-dessus. Mais en plus, on grève nos possibilités d'implantation pour les décennies à venir, parce que la loi zéro artificialisation des sols va sans doute s'imposer à nous, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il y a tant de frénésie à installer des choses avant que ce soit le cas.
Voilà, nous on pense que ce ne fait pas des choix stratégiquement très bons pour notre territoire, que ce soit en termes d'attractivité ou d'impact environnemental et sur le tissu social. Et du coup, on regrette ces orientations. Merci. Je vous rassure, nous sommes toujours territoire logistique. C'est pas parce qu'on est territoire industrie que nous ne sommes pas territoire logistique. Je ne suis pas sûr que ça vous rassure, mais nous le sommes toujours. Alors, on a déjà largement débattu, effectivement. Là encore, c'est de mesurer l'ensemble des paramètres. Mais il faut aussi qu'on apporte du travail à nos habitants. Clarisse s'y œuvre beaucoup. Il est évident qu'on va privilégier plutôt l'installation avec des industriels qui vont apporter effectivement du travail plutôt que de la logistique si on a le choix. Mais il faut aussi de la logistique, puisque on a aussi des gens qui achètent par Internet et il faut bien qu'ils soient livrés. Je pense que chacun dans cette salle a bien dû commander une fois dans sa vie. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a aussi le fait que si on n'a absolument rien, moi je veux bien qu'on ait que des terrains agricoles tout autour, mais il faut aussi quand même que les gens travaillent. Et la logistique en fait partie. Elle en fait partie, quoi qu'on en dise. C'est pas parce qu'on n'a pas de logistique qu'on est un territoire qui vit mieux qu'un autre. Mais on a vraiment besoin de s'étendre sur des terres agricoles actuellement, vous pensez, pour maintenir l'activité? On n'a pas d'autres terres qui sont actuellement déjà artificialisées, reconverties, et qu'on pourrait éventuellement essayer de revaloriser plutôt? On n'a pas de friches, peu de friches, peu de friches, toutes petites friches. Non, mais effectivement, on a peu de friches à Sens, on a quand même cette chance-là. On a cette chance-là, on a peu de friches. Rien que les moulins, les choses comme ça, c'est pas des endroits où il y a des surfaces incroyables qui sont actuellement complètement inutilisées alors qu'elles sont déjà artificialisées. C'est un exemple parmi des mille, il y en a énormément des friches ou des zones qui sont actuellement non utilisées alors qu'elles sont artificialisées. Oui, enfin moi je vois pas de remettre une usine en ville, j'y serais quand même pas très favorable. Je préfère qu'on récupère ces terrains-là pour pouvoir faire de l'habitat plutôt que de mettre une usine, ça c'est clair. Non mais voilà, je veux dire, après, parce que vous allez remettre cette usine-là en ville, si on reprend les moulins, on en parlait, je veux dire, il va y avoir des camions qui vont venir là quand même si c'est une industrie, ça veut dire quand même qu'il y aura quelques camions qui vont arriver, du transport qui va arriver, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est pas des terrains supplémentaires, vous avez parlé de ce projet Talamont, effectivement ils ont changé de nom, c'était pas rare, c'était Talamont, mais c'est les mêmes, c'est pas des terrains supplémentaires, c'est toujours les mêmes terrains. C'est pas des terrains supplémentaires. Bon, vous étiez peut-être content que, effectivement, Zalando s'en aille à côté de Melun, à Réau. Moi, pas. Moi, honnêtement, pas. Parce que le projet, il était plus que vertueux sur sa conception. Mais non, mais on n'est pas d'accord à ce sujet-là. On ne peut pas être d'accord à ce sujet-là, mais vous avez votre point de vue, moi j'ai le mien. Moi, j'ai défendu ce projet-là, vous le savez bien, et je l'assume, ça c'est clair. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse apporter du travail aux habitants du Grand Sénonais. On ne peut pas non plus laisser les gens... Ghislaine l'a dit aussi, il y a des gens quand même qui vivent en dessous du seuil de pauvreté parce qu'ils n'ont pas de travail. Vous faites quoi? Moi, je préfère qu'ils aient quand même un travail, et puis c'est sans doute aussi des gens... C'est travailler dans des entrepôts Amazon, pour vous, qui va sauver ces gens-là? Vous avez vu les conditions de travail dans ce genre de truc? Excusez-moi, mais c'est un contresens complet. Et en plus, c'est en train d'être robotisé à tout ce qu'ils peuvent, donc... Oui, mais il y a des gens qui font les robots, effectivement. Et puis, vous savez, les camions qui roulent, il y a aussi des chauffeurs qui sont dedans, qui sont payés. Il n'y a pas que des gens qui sont avec... oui, mais non, mais effectivement, vous avez la chance peut-être de ne pas avoir besoin de travailler dans ces entrepôts, mais il y a des gens qui ont besoin de travailler là quand même. Non, mais ce que je vous dis, c'est que sur le fond, ces entrepôts, ces énormes entreprises, et y compris au niveau du transport d'ailleurs, sont actuellement en train de faire tout le maximum possible pour limiter les postes. Et sur les nombres de postes qui sont promis, il est probable qu'il y en ait à peine un quart qui arrive à la fin. Et leur objectif est de tout automatiser, et de tout automatiser. Par des robots, par des drones, par de l'intelligence artificielle. J'ai fabriqué, monsieur Vito, j'ai travaillé, moi, j'ai fabriqué des robots. Il faut bien des gars pour travailler, pour faire les robots. Ça fait quand même du travail aussi, tout ça.
Mais ces robots-là, ils vont remplacer les gens qui sont dans les entrepôts et dont vous dites que c'est de l'emploi sur notre territoire. C'est peu vrai aujourd'hui et ce sera faux demain. Il est vrai que ça... Ça dépend de quelle agriculture, mais il y en a une qui est robotisée, oui, effectivement. Ouais. Oui, vous avez raison, mais entre rien et un petit peu, moi je trouve qu'un petit peu c'est déjà bien quand même. Parce que là, vous proposez quoi? Absolument rien. Non, je propose de partir dans d'autres directions que ces entrepôts-là, c'est tout. Non mais, moi je vous prends à défaut. Proposez des choses, faites venir des gens, on les accueillera avec plaisir. Vous me mettez au défi, vous me prenez bien sûr. Bien sûr que je vous mets au défi. Bien sûr, je vous mets au défi, proposez des choses. Okay. Proposez des choses plutôt que d'être contre ce qui existe. Proposez des choses. Très bien, quand est-ce que vous me recevez? Quand vous voulez, quand vous voulez. Et puis, je pense que vous le savez bien, je vous reçois quand vous voulez. Je crois que j'ai quand même libéré largement la parole depuis que j'ai pris la présidence de l'agglomération. On ne vous a jamais interdit de parler, quoi qu'il en soit, mais vous ne me ferez pas changer d'avis sur le fait qu'il y a besoin quand même aussi d'accueillir ces entrepôts, parce que il faut qu'ils soient quelque part. Hein. On ne veut pas d'entrepôt chez soi, on ne veut pas de route, on ne veut pas de voie ferrée, mais là encore, hein, on ne veut pas de déchetterie non plus, on ne veut pas du VE, sauf que on produit des déchets, on a besoin d'électricité, on a parlé tout à l'heure en disant là c'est pas en LED. Mais les usines qui font les LED, vous les mettez où? Elles sont bien quelque part. Mettez-les dans vos guilettes, les camions, moi, pas de problème s'il y en a une qui veut s'installer. Je suis pas en train de vous dire que je refuse tout du tout. Je vous dis que ce modèle-là, pour moi, est le pire. C'est tout. Voilà. Bravo. Ça fait du bien, parce que c'est difficile. Et voilà. Bon, on voit quand même que si les discours sont un peu apaisés, finalement, les idéologies qui s'opposent sont toujours bien présentes, sont toujours les mêmes. Et je reviendrai un petit peu sur cette question-là, mais la question de l'instance CAGS est largement discutable. Alors quand il dit que c'est un endroit où on peut débattre, on peut changer, oui, mais quelle est la légitimité des élus dans un conseil d'agglomération qui sont des élus qui sont très éloignés finalement du quotidien des gens et qui n'ont pas été élus vraiment au CAGS, quoi, hein. Ils représentent leur mairie, ils s'y retrouvent, mais enfin voilà, c'est une grande question par rapport à cette instance. Alors les entrepôts logistiques XXL à Sens. En 2019, l'agglomération du Grand Sénonais a été désignée par l'État comme territoire d'industrie. 2021, désignée par l'État comme territoire de logistique. La zone des Voguillettes est prise d'assaut par 2 promoteurs avec 3 projets, Panart, Telamon et Greendev. Bon, je vous fais grâce de la lecture des différents tableaux. Mais on voit que sur la surface de terrain artificialisé, on est sur l'ordre de 71,5 hectares, ce qui est gigantesque. Et 30 hectares de bâtiments, exactement. Si on fait la somme de tous les bâtiments qui nous promènent et de tous les terrains, on arrive à la colonne de droite. Et des véhicules. J'ai une question, mais qu'est-ce que ça implique concrètement quand on dit l'appellation territoire de logistique? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique ce que l'État a décrété, que nous nous situions dans une zone qui était propice à l'installation et au développement de la logistique, comme ça a été le cas durant de nombreuses années, et que maintenant c'est hyper saturé dans le nord de la France. Il faut chercher d'autres zones de développement pour ce type d'entreprise. On est bien placé sur un axe, Lille, Paris, Marseille, qu'on connaît très bien, quoi. Je rebondis rapidement sur la question. Qu'est-ce que ça veut dire ces sortes de labels, là, territoire d'industrie, territoire de logistique? C'est alors ils appellent ça en technolangue des dispositifs que l'État déploie, qui généralement, en fait, les villes sont généralement candidates à le devenir, ce qui est un peu différent de désigner comme, parce que je pense que c'est une petite erreur. En fait, on est allé chercher ce label-là qui est proposé par l'État. Et ces labels-là, en fait, généralement, alors il y en a certains qui incluent la possibilité de faire des genres de zones franches où il y a des allègements d'impôts, etc., qui sont proposés aux entreprises qui s'installent. En l'occurrence, sur ce genre de dispositif-là, je ne connais pas dans le détail, hein, donc je me renseignerai pour avoir des réponses plus précises.
mais je pense qu'il s'agit essentiellement d'allègement des procédures administratives pour l'installation des gens et voilà, un soutien des services de l'État pour accélérer les procédures, les simplifier, les faciliter, et en gros pour avoir un argument lors des enquêtes publiques et lors des décisions rendues par le préfet d'autorisation, des IPCE, etc., des autorisations environnementales, des permis de construire. Ils peuvent s'appuyer sur le fait que c'est un territoire de logistique, donc c'est en toute logique qu'on donne l'autorisation pour installer un entrepôt de logistique. Ouais, alors je ne suis pas tout à fait certain sur ce que tu disais là par rapport aux exemptions fiscales, notamment parce que la zone des Voguillettes est labellisée zone franche urbaine et que les zones franches urbaines bénéficient de dispositifs fiscaux largement avantageux. Mais alors précisément, on ne les connaît pas. Mais je voulais en parler tout à l'heure. Donc, je propose qu'on avance un petit peu pour respecter un petit peu le programme qu'on avait monté. Donc un nouveau projet GF8 entre en jeu dans les mois à venir sur le même terrain pour un bâtiment de 13 hectares. Donc c'est la seule information qu'on a à ce jour. Je crois que ce sera débattu prochainement au conseil municipal aussi. Débattu est un grand mot, évidemment. GF8, c'est sur l'emplacement de Zalando qu'on a combattu et Zalando est parti en Seine-et-Marne. Donc GF8, c'est toujours ce terrain de 40 hectares sur lequel Telamon a un nouveau projet. Alors on connaît très rarement les utilisateurs finaux, malheureusement, ce qui ne permet pas de contester facilement. Les projets sont bâtiables en vue de la rareté des opportunités foncières et du durcissement des conditions d'implantation. Les promoteurs signent des clauses de confidentialité avec les collectivités, ce qui ne permet pas d'en savoir énormément. Donc avec ces surfaces vendues, la collectivité se prive de possibilités d'installation d'industrie ou d'artisanat dans le contexte de la loi mettant en place le zéro artificialisation nette. J'ai réussi à le dire, mais on en reparlera tout à l'heure aussi. Peut-être je peux compléter parce que là j'ai des trucs sous les yeux. Ouais. Je suis allé chercher un peu de documentation. Le dispositif, donc le fameux dispositif territoire de logistique, là, il y a 49 qui ont été identifiés au début, il doit y en avoir plus aujourd'hui. Ça doit être promu par les collectivités locales, donc c'est à la demande des collectivités locales, et ça propose des facilités d'implantation pour les porteurs de projets, dans l'optique bien sûr d'un usage plus sobre du foncier, on le voit bien, hein, ça va de soi. L'organisation de conférences régionales de la logistique pour accompagner les collectivités dans l'identification des besoins et de l'offre en matière de sites logistiques, ou encore le lancement d'une stratégie en faveur d'une logistique urbaine durable à l'occasion de la remise du rapport sur le sujet. Vous voyez, donc c'est très très vertueux tout ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est l'État qui va chercher les collectivités qui seraient à même de vouloir implanter ce genre de plateforme logistique. C'est un moyen facile, évidemment, de donner l'impression qu'on essaie de développer une économie sur son territoire. J'ai tendance à penser que c'est une espèce de fainéantise de la part de nos élus locaux plus qu'autre chose, quoi. On peut avancer. Eh ben, les impacts environnementaux, et je donne la parole à Sylvie Beltrami. Tu veux que je projette mon texte, Sylvie, ou pas ? Non, je vais parler comme ça, parce que projeter un texte, c'est affreux. Donc je ne vais pas revenir sur l'artificialisation. Je vais quand même parler de principal impact qui est quand même celui de la perte de terres nourricières. C'est un peu plus de 71 hectares, comme vous l'avez dit, pour les 3 projets, c'est les 2 Panhard et Lamont et celui de Green Dev au milieu, qui est le plus petit des 3. Bon, on a 3 exploitations agricoles qui sont concernées par cette perte de terre. C'est sûr que sur cette terre-là, jugée à haut potentiel agronomique, ces 3 exploitations ne produiront plus ni céréales, ni colza, ni quoi que ce soit d'autre, puisque ces terres leur sont retirées. Si on fait un petit zoom arrière pour regarder l'état de la France à ce niveau-là, la Fédération nationale des SAFER, pour ceux qui l'ignorent, ce que signifie ce sigle, ce sont les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Il y en a une par département. Cette fédération nationale a fait le décompte des pertes présentes et à venir, et d'ici à 2060, nous aurons perdu 1/5 du potentiel agricole français.
un cinquième d'ici à 2060, sachant qu'en 2050, d'ici 2050, on aura réduit cette artificialisation de 50%, et au-delà de 2050, entre 2050 et 2060, l'artificialisation sera très minime. Donc, ce qu'on perd comme terre, là, le cinquième, on va le perdre là d'ici à 2040, très vite. C'est ça qu'on voit, qu'on est en train de perdre. Ça contribue à ce cinquième de terre agricole qui va disparaître. Bon, évidemment, on va avoir conséquemment une perte d'autonomie alimentaire, on va aggraver la crise agricole actuelle et notre dépendance aux importations, dont on nous dit que c'est très mauvais. Mais on fait tout pour. Les autres impacts permanents de l'artificialisation des terres, c'est le fait qu'on voit s'accélérer le ruissellement des eaux pluviales, qu'on accroît la vulnérabilité aux inondations et qu'on dégrade la qualité chimique et écologique des eaux. C'est lié directement au transport et à l'imperméabilisation des sols. Par ailleurs, on appauvrit la biodiversité et en premier lieu, on va perdre la biodiversité des sols agricoles. Et clairement, 71 hectares de biodiversité des sols va disparaître. Pour le projet VG4 et ses impacts cumulés avec GF8 et GreenDev. Ah oui, il faut vous parler un peu de la façon dont se déroulent les enquêtes publiques. Quand un porteur de projet arrive comme VG4 actuellement, il doit faire état des impacts cumulés de son projet avec les projets qu'il connaît. Alors c'est très très drôle parce que GreenDev, dont l'enquête publique a eu lieu cet automne et qui a déjà obtenu son autorisation environnementale de la préfecture, avait connaissance des projets GF8, VG4 et du sien, bien sûr. Donc il a fait une étude des impacts cumulés des 3 projets. VG4, Panhard, dont l'enquête publique vient de démarrer, eh ben lui, il ignorait totalement qu'il y avait le projet GreenDev. Donc quand la mission régionale de l'autorité environnementale lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ce projet-là, ben il dit « c'est normal, je ne le connaissais pas, moi. Comment vouliez-vous que je le prenne en compte ?» Donc on se moque du monde. Tout simplement, c'est parce que le projet GreenDev n'a pas fait l'objet d'un avis de la mission régionale de l'autorité environnementale, qui n'a pas le temps d'examiner tous les projets. Alors elle fait des tris dans les projets qui lui sont soumis. Mais pour autant, le projet GreenDev était parfaitement connu de Panhard. Alors, mais il y a des impacts directs sur la qualité de vie des habitants, du fait des nuisances visuelles, sonores, atmosphériques. Pour ce qui est du visuel, vous l'aurez tous compris, vu la taille des bâtiments, quand on a 751 mètres de longueur de bâtiment pour VG4, qui va jouxter la plus de centaines de mètres du bâtiment GreenDev. Sur 14,5 mètres de haut, parce que je crois qu'ils ne doivent pas dépasser 15. Pour ceux qui habitent ou qui viendront de Saligny ou qui habitent les Saint-Père ou les hameaux au-dessus, la vue va être magnifique. Et depuis la cathédrale, ça va être sympa aussi dans l'autre sens, où quant à ceux qui habitent Paron et sa colline, eux aussi en profiteront bien. Alors, il faut savoir que ces bâtiments seront éclairés toute la nuit, en dépit de la volonté de reconquête des ciels nocturnes de nos collectivités. Là, on a envie de dire de qui se moque-t-on? Parce que quand on éclaire la nuit un bâtiment de 751 mètres de long, je pense que l'impact sur la vie nocturne va être assez sérieux. Bon, évidemment, impact sonore à cause de l'activité même des entrepôts, mais aussi à cause du trafic routier. Impact atmosphérique, essentiellement dû au trafic routier. Donc il a fallu que je retourne au dossier GreenDev, puisque c'est le seul qui prend en compte les 3 projets pour l'estimation des surcroîts de trafic. Et on peut lire qu'au niveau très local du carrefour de la RD 606 et de la RD 46, pour les Sénonais, c'est la route de Saligny que vous voyez. Est-ce que je peux y aller? Oui. Que vous voyez ici, donc ce rond-point, qui est un rond-point d'accès à la zone des Vauguillettes. Sur ce rond-point, on peut lire dans le dossier GreenDev, merci GreenDev, que, alors attendez voir, que j'y retrouve, que le trafic poids lourd passera de 1805 véhicules par jour à 3875 véhicules par jour. Autrement dit, plus du double.
plus 114% de poids lourds en plus à ce carrefour-là. Quant aux véhicules légers, ils vont passer de 12 727 à 17 567 par jour. C'est seulement 38% en plus. Une taille. Quant à la RD 606 que vous voyez tous, là, c'est qu'il y a un axe à fort trafic déjà, hein, l'augmentation globale du trafic, poids lourds et véhicules légers confondus, sera de 18%. Je mets des guillemets autour de l'adverbe seulement, donc de 18% seulement, comme ont plaisir à le faire observer les porteurs de projets. L'augmentation du volume sonore ne sera donc que de 1 décibel. Et ça n'est pas suffisant pour affecter notablement la santé des riverains de cet axe, même si la part du trafic poids lourd va passer de 13 à 16% sur cet axe. Tout va bien, dormez, braves gens. Quant aux différents polluants émis par le trafic, leur augmentation dans un rayon de 2 km autour du site a dû être estimée par chacun de ces porteurs de projet. Il y a des polluants atmosphériques réglementairement obligés pour eux. C'est un passage obligé. Il y a une liste de polluants atmosphériques qu'ils doivent prendre en compte et estimer. Donc, je n'en retiens que 2 en ce qui me concerne. On va avoir une augmentation de 20,2% pour les particules fines et de 32,4% pour le dioxyde de soufre, le SO2. Les normes actuellement en vigueur permettent aux porteurs de projets d'affirmer qu'il n'y aurait pas d'impact significatif pour la santé de la population riveraine, ni pour les travailleurs sur zone, et que l'excès de risque de développer un cancer serait limité. Comprendre que statistiquement, rien ne permettra d'affirmer que les bronchiolites, les maladies cardiovasculaires, les cancers des voies respiratoires, les lymphopathies seront imputables à ce surcroît de trafic. Ce sera juste pas de chance. Ensuite, on peut parler de l'impact climatique global du tout camion que supposent ces projets. Les entrepôts sont installés à proximité de nœuds routiers et autoroutiers. Il est rarissime que les porteurs de projets envisagent une quelconque intermodalité pour l'acheminement des produits stockés. Pas plus par voie ferrée que par voie fluviale. Pourtant, nous sommes dans une agglomération qui dispose et s'en glorifie à raison d'un port fluvial à Gron. C'est vraiment pas loin. C'est à 1,5 km. Le projet VG4 n'envisage pas du tout, mais alors pas du tout, l'utilisation de cette voie fluviale. Pas plus d'ailleurs que les projets GreenDev et GF8 avant lui. Bon, il n'envisage pas non plus d'utiliser la voie ferrée grand trafic Paris, Dijon, Lyon, Marseille. Quant aux gaz à effet de serre, ça tombe bien, elles ne sont pas estimées au-delà des 2 km de rayon autour du site. Donc, on est infichu d'avoir un bilan carbone total du site, des 3 sites. De même, l'impact sur l'état du route n'est nullement pris en compte. Les collectivités assumeront. C'est-à-dire les collectivités, c'est vous, c'est moi, c'est nous, quoi. L'Yonne, qui est traversée par plusieurs autoroutes et par des axes à grande circulation, vous l'avez vu, n'échappe pas à la déferlante de projets et d'installations logistiques. Nous, on a le bol, on a la 19, on a la 5 et on a la 6, pas loin. Quant au département dans son entier, il y contribue très fortement. Du nord, Villeneuve-la-Guyard, au sud, la zone de Magny, dans l'Avalonnais, pas très loin de la sortie, d'une sortie d'autoroute, en passant par l'ouest, à Vigny-sur-Cléris, un très beau carrefour autoroutier, à Pifon, à Villeroy, Fouchères, à l'est, avec un projet sur la zone artisanale de Bagnols-Villeneuve-l'Archevêque. Et bien entendu, je n'oublie pas nos 2 villes, Sens et Auxerre. Pour Sens, c'est fait. Pour Auxerre, 5 projets viennent d'être récemment accordés. Ils viennent de recevoir leur autorisation environnementale sur la zone d'Auxerre Park, qui était, a priori, au moment de sa conception, dédiée à l'artisanat local et aux PME locales. Moyennant quoi, on avait donc viabilisé de petites parcelles qu'on s'est empressé de rejoindre entre elles pour faire de grosses parcelles afin d'accueillir 5 entrepôts logistiques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'artisanat local. Voilà. Alors, bien entendu, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Lyon envisage délibérément de se couvrir de hangars géants le long de ses routes principales, histoire d'améliorer son aspect nature et vert, propre à attirer les touristes, parce que je vous signale que le département de Lyon a une vocation touristique.
Ou bien est-ce que les collectivités se laissent-elles appâter par les propositions qu'elles reçoivent dans une gestion, allez, je vais être très méchante, du genre petit chien crevé au fil de l'eau, je prends ce qu'on me propose, quand ça arrive. Bon, évidemment, on peut considérer, puisqu'on l'a entendu dire tout à l'heure, et redire que si c'est pas à Sens que se montent ces entrepôts, bah alors ils vont se monter ailleurs, avec les mêmes impacts qu'ici. On peut aussi considérer que l'on n'arrête pas le progrès quand ils circulent sur autoroute à grande vitesse en poids lourd de 38 tonnes. Et ils circulent même dans nos villages, puisque à Malais-le-Grand, Malais-le-Petit, je crois comprendre que depuis que la déviation sud de Sens est ouverte, il y a un supplément de poids lourds dans ces villes, dans ces villages. On peut aussi considérer, on l'a bien entendu également tout à l'heure, qu'il faut bien satisfaire le consommateur lambda, friand de e-commerce, de gadgets nouveaux et bien de consommation divers, commandés à distance, livrés le jour même. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, puis si mon voisin a envie de se suicider, je vais lui proposer une arme aussi. On peut bien sûr tout ça, mais alors autant oublier les grands discours sur la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. Je rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne ne cesse de condamner la France sur ce point, elle vient de le refaire. On peut aussi oublier la nécessaire adaptation des territoires au changement climatique, la sobriété en matière énergétique qui s'oppose au tout transport routier et promeut l'économie circulaire et les circuits courts. Autant cesser cette hypocrisie et dire une fois pour toutes que l'on se fiche des recommandations du GIEC et aussi de celles de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les polluants atmosphériques. Autant affirmer haut et fort que le marché décide et que l'État, c'est-à-dire nous tous, gère la casse, s'il le peut et tant qu'il le peut, la politique du quoi qu'il en coûte montrant chaque jour ses limites, pendant que le poids financier des catastrophes climato-environnementales et sanitaires ne cesse de croître. Bon, pour notre part, vous l'aurez compris, nos associations de défense de l'environnement refusent que notre pays devienne à court terme une vaste zone marchande sillonnée de poids lourds, ayant perdu toute capacité à produire lui-même les biens qui y transitent et qui s'y vendent, ayant de surcroît renoncé à donner tout son sens à l'expression transition écologique. Alors, je vais éviter de faire trop de redites par rapport à ce qu'a dit Sylvie, mais je vais être obligé d'en faire un petit peu, malheureusement. Donc, les impacts sociaux de ce type de projet, sur les risques sur la santé des populations les plus précaires, vous n'aurez pas échappé que les zones d'implantation de ces plateformes logistiques sont très très proches des quartiers populaires, notamment de celui des Champs Plaisants. Ce sont les gens les plus impactés par les problèmes environnementaux, notamment dus à la qualité de l'air. Alors les derniers chiffres que j'ai en tête sur la mortalité due à une mauvaise qualité de l'air, c'est 40 à 50 000 personnes qui meurent en France par an des suites de maladies respiratoires. Donc c'est pas un petit problème, c'est pas un petit sujet. D'autant que parmi ces populations les plus précaires dont je parle, il y en a qui subissent déjà énormément l'insalubrité de leur logement, qui crée aussi des problèmes respiratoires de tous ordres. J'ai été longtemps enseignant en maternelle et je peux vous dire que les problèmes d'asthme ne cessent de se multiplier. Donc il y a un vrai sujet sur la santé. Les coûts d'entretien de la voirie au détriment des secteurs essentiels, Sylvie en a parlé également, multiplication des flux de camions et de véhicules légers, ça aura un coût ça pour les collectivités. Et je fais le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, les zones franches urbaines. Il va falloir qu'on creuse un petit peu cette question-là, mais si il est avéré que ces entreprises qui viennent s'installer sont exemptées d'impôts sur les sociétés, notamment sur les bénéfices, et de taxes locales, le manque à gagner il est terrible pour les collectivités, quoi. Et je suppose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je suppose qu'il y aura des aménagements routiers à faire pour que ces camions puissent quotidiennement emprunter les routes autour de la zone de Voguiette. Enfin, je ne vois pas trop comment ça... Il faut agrandir tous les ronds-points.
Mais oui, c'est une vraie question. Mais on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'on ce sera qu'il faut toutes les amener tous questions. les réseaux sur les parcelles, etc. Aussi, ouais, aussi. Juste, il y a quand même un truc qui va avec, hein, c'est le risque routier, hein, parce que plus de camions, plus de risque routier aussi, parce que les accidents de la route qui sont liés aux poids lourds, il y en a quand même pas mal, hein, parce qu'ils roulent neige, verglas, eau, tout ça. Souvent, sur la route de montagne, ils en ont énormément, parce qu'ils ont un flux routier de camions énorme, ils ont énormément d'accidents dus aux poids lourds. Énormément. Donc voilà, c'est autant d'argent qui ne pourra pas être investi dans les services publics, qui ne pourra pas être investi dans l'éducation, dans la santé, dans le culturel, dans nos collectivités, malheureusement. Impact sur les conditions de travail précaires et risques physiques, psychosociaux. On sait que ce sont des métiers, la logistique, qui sont très très durs, qui ne permettent pas de gagner beaucoup d'argent. Je crois que c'est le SMIC, hein, la moyenne. Donc énormément de pépins de santé, ça a un coût aussi, ça, pour notre système de santé, pour notre système de protection sociale. Et puis, alors, psychosociaux dans le sens où compliqué de donner du sens à un travail de ce type, où vous avez à longueur de journée une commande vocale qui vous dit d'aller dans telle zone, chercher tel colis, que vous avez 30 secondes et qu'il faut dire OK toutes les 3 secondes quand vous avez le colis, que vous l'avez ramené au quai de déchargement. Bon, on ne peut pas appeler ça un travail qui génère du sens, ça c'est clair. Bon, alors après ce chantage à l'emploi, on l'entend tout le temps sur tous ces projets-là. Nous on a des réponses qu'on essaiera de développer tout à l'heure à la fin et avec vous. On a des alternatives à proposer sur ces questions-là. Et puis moi j'ai placé en dernier le déni de démocratie. Alors, à moins d'une erreur de ma part, pourtant j'ai essayé j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Me semble pas à aucun moment avoir vu dans aucun programme de la municipalité, et alors de l'agglo encore moins, parce qu'il n'y a pas de programme de l'agglo, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est des gens qui se réunissent dans quelque chose qui n'est pas très démocratique pour moi, bref. Mais on n'a jamais vu ce type de développement économique mis au programme. Donc ces élus n'ont aucun mandat pour faire ça. Et il y a un manque de transparence qui est évident. À minima, qu'il y ait des débats. On voit que c'est très compliqué. Mathieu a subi quelques réflexions au temps de Marie-Louise Faure. C'est un peu plus apaisé maintenant. Mais il n'en reste pas moins que tu dois te sentir un petit peu seul quand même. Alors je ne sais pas si les autres ont rien à dire ou ils ont peur de parler. Mais ce serait bien qu'ils se mouillent un petit peu, enfin ceux en tout cas qui sont opposés à ce type de projet, mais on ne les entend pas beaucoup, quoi. Donc il y a un manque de courage. Donc je pense qu'il va falloir aller remuer un petit peu ces gens-là. C'est une proposition que je vous ferai tout à l'heure pour les remuer. Gentiment, hein. On va pas leur faire mal. Hein. On va pas leur faire mal. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a par exemple des conventions à mettre en place avec de vraies discussions, de vrais débats, avec des spécialistes qui viennent expliquer le pour, le contre. Ça prend du temps, mais là on est sur des projets quand même d'envergure qui impactent notre territoire et nos terres, mais sur des dizaines d'années. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une frénésie, là, une course à l'achat de ces sociétés immobilières, parce qu'il y a le zéro artificialisation qui arrive, et il y a une spéculation qui est en train d'être mise en place, au détriment d'implantation d'autres industries qu'on estime, nous, être beaucoup plus vertueuses. Voilà, c'est un accaparement là, des terrains disponibles. Pour le coup, je pense qu'il y en a certains qui ne savent même pas ce qu'ils vont y mettre. C'est de la spéculation foncière, ouais, tout simplement. Alors après, sur le modèle économique, évidemment, hein, c'est une autre idéologie, c'est le monde d'avant, continuer. Nous, on estime qu'il faut bifurquer à 100% au niveau écologique, notamment, et qu'il faut proposer une autre économie, relocalisée, rétablir une souveraineté alimentaire. Ça nécessite évidemment d'implanter d'autres types d'industries, autres que celle-ci, évidemment, et à l'opposé de celle-ci. On a mis quelques exemples, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Après, voilà, à nous de réfléchir aussi, de proposer des choses. Alors, tu as été mis à défaut, c'est ça, mis à défaut. Tu as été pris à défaut. Donc, voilà, il va falloir aussi que nous tous collectivement, on soit force de proposition et qu'on essaie de sortir de cette caricature un peu de
vilains écolos qui n'ont pas envie que les gens bossent, etc. Nous, on a envie que les gens travaillent, évidemment, on a envie que les gens vivent bien. Et on sait que ce type de développement économique n'amènera rien de bon. Et on le sait tous ici. Juste là-dessus, je rebondis 2 secondes. En fait, vous voyez, je pense là-dessus, quand on a ces exemples qui ont été mis ici, c'est que l'idée n'est pas de dire qu'on ne veut pas d'industrie, qu'on ne veut pas de production locale, etc. Du tout, c'est pas ça l'objectif. C'est de dire, on ne veut pas de vos grands entrepôts logistiques qui sont le poumon de l'injection de tout ce qui est produit en Chine, etc., en masse, qui sert à rien sur Wish ou que sais-je, ou sur Amazon. On parlait de risques psychosociaux tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu les quelques reportages qu'il y a eu sur les conditions de travail chez Amazon, mais c'est littéralement abject, quoi. C'est même pas que c'est pas très bien ou je sais pas quoi, c'est que c'est horrible. Et quand on met ces exemples-là, c'est parce qu'en fait, on pourrait très bien dire que nos zones franches où on n'a pas d'impôts, etc., ça peut être des pépinières pour des entreprises dans des domaines, bâtiments sur des matériaux recyclés, sur des techniques un petit peu plus respectueuses de l'environnement, etc. Alimentation, une ceinture maraîchère à Sens, il y en a eu une dans le passé. Elle nous nourrissait. Si on voulait... Alors là, bien sûr, c'est pas des industriels ou des promoteurs qui arrivent avec des projets tout ficelés, avec leurs communicants, leurs juristes et compagnie. Faut se mouiller la chemise. Mais si on voulait se battre en tant que municipalité pour aller monter une ceinture maraîchère avec des restaurations collectives, les écoles, mais aussi les EHPAD, etc., qui viennent se fournir localement en bio, moi je vous garantis qu'on le fait, puisqu'il y a 10 ans, 15 ans dans certaines villes de la même taille que nous, que c'est en place et que ça fonctionne. Donc en fait, c'est une forfanterie leur histoire pour masquer une paresse et le fait de prendre des choses toutes faites que leur amènent des industriels qui ont une force de frappe colossale, et eux, ils n'ont rien à faire, en fait. Voilà, moi, c'est ça mon analyse. Elle est peut-être un peu violente, mais c'est mon analyse. Et sur tous ces domaines-là, nous, on est persuadés qu'en mouillant la chemise, on peut créer un tissu local d'entreprises qui vont nous apporter quelque chose, de l'activité, oui, de l'activité non délocalisable, qu'on ne va pas essayer d'automatiser, de robotiser derrière, parce que ce n'est pas du tout le concept, et qui apportera de la capacité à faire de la transition. Il y a une question, je te redonne la parole. Merci. C'est très bien, mais vous allez à l'encontre du développement économique, là. Mais non. Si, vous proposez un mode de développement économique qui n'a rien à voir avec celui qui fonctionne actuellement. Alors, parce qu'on considère que celui qui fonctionne actuellement est délétère pour tout le monde, pour la Terre, pour les hommes, et que ça a un non-sens. On sait... J'ai compris, mais la question c'est de savoir si on veut développer l'économie ou pas. Alors, oui, c'est ce qu'on est en train d'essayer de vous apporter des réponses, des alternatives à ce qui est proposé actuellement. Ça, c'est bien développer l'économie, ça, quand même, non ? Pas pour vous, c'est pas une industrie, vous, l'industrie, non ? Il n'est pas question de moi, mais pas pour l'économie telle qu'on l'a fait aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'on parle de bifurcation et de changement de paradigme. On ne vit pas tout seul à Sens. Alors, on ne vit pas tout seul, mais il faut bien commencer quelque part, vous êtes bien d'accord ? Vous êtes bien d'accord. Et il y a des endroits où c'est fait déjà, où il y a une vraie réflexion qui est faite sur la bifurcation, notamment au niveau de l'économie. Donc on ne serait pas des martiens si on voulait changer un petit peu les choses au niveau local. C'est juste envisageable de le faire. Et puis après, j'aimerais aussi revenir sur une chose, c'est qu'en fait, moi, on m'a appris, quand je faisais de la philosophie, là, ce qui fait beaucoup rire Marie-Louise Faure, visiblement, que gouverner, c'était prévoir. Et personnellement, je trouve que quand on essaye de s'appuyer sur ce que nous disent nos scientifiques dans un consensus de plus de 99% à l'échelle mondiale, je pense qu'on a une bonne base de prédiction de ce qui va nous arriver. Alors, je pense, je sais pas, vous êtes peut-être renseigné sur le rapport du GIEC, etc. Ça nous projette dans des trajectoires, et puis ils ont commencé à décliner quels seront les impacts réels sur les... Ici, par exemple, à Sens, on commence à mesurer ça. Alors, l'avantage de faire ce qu'on propose là, alors bien sûr, c'est pas de la croissance à tout crin, c'est pas de l'industrialisation, de la massification, ce qui effectivement, économiquement, fonctionne très bien pour enrichir des actionnaires. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Donc, de ce point de vue-là, on sera moins bon. Ok. Sauf que demain... Oui. Dans 10 ans, dans 20 ans, c'est 2030, 2040, 2050. Vous avez vu les projections des conditions ici, à Sens ? Plus 4 degrés, sécheresse, inondation. En plus, là, on nous fait tout un scandale parce qu'il y a 1000 migrants syriens qui arrivent, 10 000 par jour.
Quand Shanghai, etc., toute la zone tropicale va être inondée, vous croyez qu'il y aura combien de migrants qui vont arriver? Et là, vous voyez, avoir sur notre territoire des entreprises qui sont capables de nous permettre de survivre en faisant nos maisons, en entretenant nos maisons, de nous nourrir, hein, tout bêtement, c'est quand même un besoin assez primordial. Hein. Quand ça arrivera plus d'ailleurs, il faudra bien se nourrir. 99% de ce qu'on produit dans l'agriculture de Lyon est exporté aujourd'hui, avec les grandes cultures, je vous le rappelle. Or, on est capable, et on l'a fait, et ça ne demande pas d'investir tout là-dedans, hein, de produire localement ce qu'on mange. Hein. On peut le faire, on a des bonnes terres autour, on a des terres maraîchères, etc. On peut le faire, il faut le vouloir, il faut l'organiser. Reconditionnement textile, vous voyez, on peut se mettre en condition, c'est ça qu'on appelle la résilience, vous voyez. Moi, en ce moment, en permanence, ils nous disent il faut de la résilience, le maire, monsieur de Carville, monsieur Bottin, que vous avez vu tout à l'heure à l'aglo, commence à avoir des grands discours sur la résilience, etc. Mais ça, je trouve ça très bien, mais sauf que c'est ça la résilience, c'est pas ce qu'ils font. Ils font l'inverse. Voilà, moi, ce serait ça ma réponse à votre interpellation sur c'est pas réaliste, c'est pas économique, etc. Ce qui est pas réaliste, c'est de continuer quelque chose parce qu'on estime que ça marche économiquement, alors qu'on sait très bien dans quoi ça nous emmène, à la fois en termes global pour la planète, bon, très bien, on peut se dire qu'on n'arrivera à rien y faire, mais localement, on n'aura pas les moyens d'encaisser ce qu'on va se prendre dans la tronche dans les 10 ans qui viennent. C'est ça que je vous dis. Moi en Sartou. Je vous en donne une, celle que j'ai le plus étudiée. Moi en Sartou, ils ont converti toute leur restauration en bio local, en créant un réseau. Ils ont même une régie municipale qui produit de la nourriture, un potager municipal. Ils ont complètement converti et ça ne coûte pas plus cher. Hein. Il faut articuler le nom, on n'a pas compris. Mouan Sartou. Mouan Sartou. Ouais. Mais il y a au moins 4 ou 5 autres exemples. Hein. Voilà, je vais faire un petit peu de pub pour ma ville natale. Je suis né à Lons-le-Saunier dans le Jura. Et Lons-le-Saunier dans le Jura était une ville précurseur sur la ceinture maraîchère et sur une offre 100% bio dans les cantines. Il y a même un restaurant maintenant qui est ouvert à tout le monde, quoi. Voilà, on pouvait aller manger dans la cantine scolaire, dans la restauration de Lons-le-Saunier. Et c'était initié par un politicien de droite, en plus. Voilà, il y a très longtemps. Donc évidemment qu'il y a des choses qui sont envisageables. Oui, tu peux couper la projection. Voilà, c'est écrit, à vous la parole.